Donc, le diagnostic d'une endométriose, vous avez compris que ça va être compliqué parce que déjà, il n'y a pas une endométriose, mais il y a des endométrioses. On vous a parlé de 4 phénotypes, mais dans les 4 phénotypes, il y a encore plein de sous-types. Il y a chaque personne, chaque période de la vie. C'est-à-dire que effectivement, l'endométriose chez l'adolescente au collège, c'est pas la même chose et c'est pas la même problématique et c'est pas la même demande que la patiente qui a 25 ans ou 30 ans, un projet de grossesse, ou celle qui a 45 ans et plus de projet de grossesse. Donc, on est dans un diagnostic qui doit être adapté. Et après, on verra aussi un traitement qui sera là aussi adapté. Et donc, il faut en permanence s'adapter à la patiente et pouvoir lui proposer ce qui va être bien pour elle. Le diagnostic de l'endométriose, c'est principalement deux choses, des douleurs et des problèmes de fertilité. Les douleurs, elles sont quasiment toujours rythmées par les règles. Donc les dysménorrhées, c'est les douleurs pendant les règles, c'est le symptôme classique, typique. Les dyspareunies, c'est les douleurs pendant les rapports. Donc c'est des douleurs qui sont généralement profondes au fond du vagin, qui sont positionnelles, c'est-à-dire que ça dépend de la position. Donc pas d'inquiétude si votre professionnel de santé il vous pose ces questions-là, c'est pas juste pour savoir comment ça se passe, c'est parce que ça a un vrai impact. C'est-à-dire que des douleurs d'endométriose ne sont pas des douleurs d'intromission, c'est pas des douleurs à l'entrée du vagin. Ça oriente vers d'autres pathologies. Et donc ces questions-là qu'on vous pose parfois en consultation, c'est parce que ça nous oriente très fortement vers une pathologie ou vers une autre. Après, dans les douleurs, il y a les douleurs liées à la miction quand on fait pipi, les douleurs quand on va à la selle. Très typique, les saignements au niveau rectal, cataménio, donc pendant les règles, et douloureux, c'est des choses qui font évoquer fortement une endométriose. Du sang dans les urines, c'est relativement rare, mais quand ça arrive, c'est assez typique. Après, Pascal vous a parlé des douleurs à l'épaule et des pneumothorax cataméniaux. C'est des choses dont nous, on a conscience. Comme on est dans un centre qui faisons beaucoup d'endométriose, tous les gens avec qui on travaille ont l'habitude d'entendre parler d'endométriose, etc. Mais ça fait aussi partie des choses qu'on essaye de diffuser ailleurs parce que c'est pas simple. Moi, je vois ma femme qui est rhumatologue, elle a régulièrement des patientes qui ont des douleurs de l'épaule à droite et machin. Jusqu'à il y a quelques années, elle pensait pas à de l'endométriose parce qu'elle n'était pas formée pour ça, parce qu'on l'avait pas, elle n'était pas sensibilisée à ça. Aujourd'hui, elle nous envoie plusieurs patientes par an pour des endométrioses diaphragmatiques qui donnent des douleurs dans l'épaule. Mais si déjà on est sensibilisé au fait que des douleurs qui sont cycliques et qui reviennent tous les mois au moment des règles, il faut se poser la question de l'endométriose, il faut aller voir des professionnels qui sont sensibilisés à l'endométriose. Je pense qu'on aura gagné beaucoup. Je vais vous passer rapidement sur les douleurs thoraciques cycliques et les troubles abdominaux cycliques. L'infertilité est une autre grosse porte d'entrée de l'endométriose. C'est-à-dire que des patientes qui ont une infertilité, ça fait partie aujourd'hui, je crois que Mariana nous en parlera bien tout à l'heure, mais des questions que les médecins de PMA se posent systématiquement quand ils ont une infertilité. Est-ce qu'il n'y a pas une endométriose sous-jacente? En pratique, on utilise beaucoup l'interrogatoire, donc les questions qu'on va poser aux patientes. Presque dès les premières questions, on arrive à se dire bon, est-ce que ça peut être une endométriose ou est-ce que ça n'en sera pas une? Est-ce que les règles sont douloureuses, oui ou non? Est-ce que les règles sont hémorragiques? Ça va nous orienter vers une adénomiose, donc l'endométriose interne de l'utérus. Est-ce que les rapports sont douloureux, surtout au niveau du fond du vagin et au changement de position? Est-ce qu'il y a des douleurs pelviennes qui peuvent devenir permanentes avec le temps? Est-ce qu'il y a des troubles digestifs ou urinaires? Et depuis quand datent les symptômes? Avec la difficulté qu'on a des patientes qui ont des endométrioses sévères avec peu de symptômes. Après, la question, c'est est-ce qu'il faut les traiter ou pas les traiter? Mais quand on parle juste du diagnostic, moi j'ai encore opéré hier une patiente avec des saignements, etc. Et je lui ai fait une hystérectomie, donc j'enlève l'utérus. Et il y avait en fait une endométriose sévère. Et quand je lui ai demandé ce matin, mais en fait, pourquoi vous n'avez pas de douleur? C'est pas possible, quoi. Ça fait des années que vous avez cette endométriose. J'ai aucune douleur en fait. Donc elle a une endométriose sévère, profonde, qui n'a jamais été diagnostiquée parce qu'elle n'a jamais eu de douleur. Elle a 2 enfants ou 3 enfants et tout va bien dans sa vie. Donc c'est aussi la difficulté de l'endométriose. On a des endométrioses qui sont sévères d'un point de vue imagerie, d'un point de vue clinique, d'un point de vue atteinte, mais qui ne sont pas symptomatiques. Est-ce qu'il faut les traiter ou pas? Ce sera la question d'après. Mais c'est pour vous donner la difficulté qu'on a dans l'endométriose et que ce n'est pas toujours si simple que ça. J'aime bien cette diapo de Luna et de Jean-Philippe sur l'évolution et l'histoire de la maladie. Parce qu'on a parfois des patientes qui se présentent. On va prendre avec la droite du tableau la finalité, c'est-à-dire ce qu'on appelle un catastrophisme douloureux, c'est-à-dire des gens qui ont mal partout. Ils s'en sortent plus, en fait, il y a des douleurs de partout et on a du mal à détricoter un petit peu les choses. Et en fait, il faut remonter un peu dans le temps parce qu'une endométriose qui évolue dans le temps,
elle va passer par toutes ces étapes que vous avez là. Et si on voit la patiente au niveau du catastrophisme douloureux, c'est-à-dire avec des douleurs insupportables pour tout et pour rien, on est un peu perdu et on se dit mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien, c'est pas une endométriose, elle a mal tout le temps, voilà. Mais si on reprend l'histoire et qu'on remonte à l'adolescence, à ces moments-là, on va retrouver les règles douloureuses, puis qui vont évoluer avec de l'absentéisme scolaire, qui vont évoluer avec des douleurs pendant les rapports, puis une fatigue qui va s'installer, un syndrome dont on parle de plus en plus, une hypersensibilisation, c'est-à-dire une douleur exacerbée, puis une fatigue, une dépression, et après des douleurs qui sont quasiment incompréhensibles. Et donc la difficulté, c'est parfois de ne pas se laisser avoir en se disant bah non, mais en fait, elle a trop mal partout, c'est pas une endométriose. Si, il faut remonter dans le temps et on peut retrouver le diagnostic comme ça. La première consultation, ce qu'on disait tout à l'heure, ça va être un moment primordial qui peut être facile, mais qui peut être difficile. Je pense qu'on peut tous passer à côté d'une endométriose sur une première consultation. Ce qu'il faut, c'est écouter et pas hésiter à revoir les gens, à se reposer la question quelques temps après en se disant en fait, peut-être que je suis passé à côté. Ça va être principalement un interrogatoire basé sur la douleur. Est-ce qu'il y a un projet de grossesse ou pas? Je ne sais plus qui posait la question tout à l'heure de savoir est-ce qu'à 20 ans, 25 ans, il faut parler de projet de grossesse. Je crois qu'aujourd'hui, une patiente à qui on dit endométriose, elle va se poser la question du projet de grossesse. C'est pas nous qui allons lui poser la question, elle va y venir forcément et naturellement. Donc, on va lui en parler parce que ça fait partie des choses importantes à savoir. Un examen clinique. Donc, l'examen clinique, il va être bien sûr après accord de la patiente. Aujourd'hui, on demande à nos patientes si elles sont d'accord pour être examinées. Il n'est pas forcément à la première consultation. On n'a pas forcément besoin d'un examen clinique à chaque consultation, pas forcément à la première consultation. Et on va prévenir les patientes que l'examen clinique, il peut être douloureux. L'objectif n'est pas de faire mal, mais de savoir où est la douleur. Parce que si on a un nodule bleuté, comme nous a montré Pascal tout à l'heure, quand on va mettre le spéculum, ça va faire mal. Mais nous, si on le voit, ce nodule bleuté, ça nous change toute la prise en charge. Parce qu'on peut déjà, en un examen clinique de quelques minutes, dire c'est sûr, il y a une endométriose. Il n'y a pas de discussion, il y en a une. Après, on va discuter des examens paracliniques, de l'IRM, de l'échographie avec Sandoz, mais sur quels sont les examens qui vont nous permettre d'affiner le diagnostic pour pouvoir proposer un traitement. Mais au moins, en quelques minutes, on a fait le diagnostic. Et mettre un spéculum, ça paraît rien. Mais pour aller dépisser le cul-de-sac postérieur comme ça, comme pour voir une image comme celle-là, il faut basculer derrière le col de l'utérus. Et donc, si on a un nodule d'endométriose, ça peut faire mal. Et ça va nous permettre aussi, l'examen clinique, d'éliminer d'autres causes de douleur et d'autres pathologies qui ne sont pas de l'endométriose. Quels examens est-ce qu'on va faire en première intention? On peut faire aucun examen si on a une suspicion d'endométriose peu sévère. On peut s'arrêter là chez une jeune fille de 11, 12, 13 ans. Les recommandations, c'est de faire juste une échographie pour éliminer d'autres pathologies. Et s'il n'y a pas d'autres pathologies, de mettre en place un traitement hormonal sans pousser à l'IRM ou à d'autres examens plus invasifs. Après les examens d'imagerie, échographie pelvienne et IRM pelvienne, on va avoir un topo spécifique dessus, donc je vais passer très rapidement. Pareil, un bilan d'infertilité, on parlait de projet de grossesse, c'est si la patiente a un projet de grossesse ou pourrait avoir un projet de grossesse un jour, on va lui parler de fertilité et parler du bilan d'infertilité dont Marina nous parlera juste après. L'examen clinique, donc on disait qu'il est après consentement et information de la patiente, il n'est pas systématique, il n'est pas à chaque fois, mais il peut être important parce qu'elle nous parlait tout à l'heure du signe de la bouillotte. Donc en gros, c'est des patientes qui, à force de mettre une bouillotte, elles ont une brûlure sur le ventre. Voilà, donc si on pense à poser la question, on n'a pas besoin du signe de la bouillotte, mais parfois les patientes ne pensent pas à nous le dire qu'elles mettent la bouillotte. Nous, à l'interrogatoire, juste, on n'a pas pensé que c'était si fort que ça, et juste, elles soulèvent leur t-shirt, on fait ah, en fait, euh, je pense qu'elle a des grosses douleurs parce qu'elle met une bouillotte, on lui pose la question et voilà, et on détricote les choses. Le spéculum avec le nodule bleuté, Pascal vous en a parlé tout à l'heure. Le nodule qui peut être au niveau de l'ombilic, qui peut se voir juste en regardant sur l'ombilic ou sur la cicatrice de césarienne, c'est l'image sur l'IRM juste en dessous. C'est généralement aussi, ou sur la cicatrice d'épisiotomie, c'est aussi souvent des problématiques qui se voient à l'interrogatoire. Les patientes nous disent qu'elles ont des douleurs au niveau de la cicatrice tous les mois. Le diagnostic, il est relativement simple dans ce cas-là, il est quasiment fait à l'interrogatoire. J'ai des douleurs cycliques tous les mois sur ma cicatrice de césarienne. Il y a 9 chances sur 10 que ce soit une endométriose. On va faire des examens d'imagerie pour le préciser, pour savoir quelle est la profondeur, quelle est la taille, etc. Mais le diagnostic, il est fait à l'interrogatoire.
Ouais, on l'avait vu, c'était le nodule bleuté du cul-de-sac vaginal. C'est juste celle d'avant, l'examen clinique. Donc le toucher vaginal, il va nous permettre de faire la différence entre des douleurs d'endométriose et un syndrome myofascial, des douleurs qui vont être au niveau du pelvis. Je suis désolé, je suis d'astreinte en même temps, donc Pascal va descendre aux urgences pour moi. Il y a le toucher rectal en pratique, il est fait exceptionnellement en consultation sur l'endométriose. C'est pas quelque chose qui va nous apporter des données très fiables. On peut parfois le faire sous anesthésie générale quand on en a besoin pour savoir s'il y a une atteinte rectale ou pas et que les examens complémentaires ne sont pas probants. Donc l'analyse de la consultation, une fois qu'on a fait l'interrogatoire, qu'on a discuté avec la patiente, qu'on a déjà eu une première idée, qu'on a fait un examen clinique si on l'a jugé nécessaire, on va essayer de cadrer les choses, de savoir qu'est-ce qu'on va faire comme examen complémentaire pour étayer le diagnostic et pour savoir si c'est une pathologie qui nécessite des examens complémentaires, si on s'arrête là, si on met en place un traitement directement ou ce qu'on va faire et on va essayer d'expliquer ça à la patiente et de lui transmettre là où on en est. On n'a pas toujours une réponse dans la première consultation et c'est pas parce que vous venez à une consultation spécifique d'endométriose que vous allez repartir directement avec le bon traitement, etc. On voit tous les jours des patientes qui ont eu des prises en charge qui ont duré depuis des années. C'est sûr qu'en une consultation, on n'a pas forcément la réponse du premier coup. Le bilan biologique, il va s'attarder sur l'infertilité, je laisserai Marina en parler, et sur le retentissement s'il y a des règles abondantes, puisqu'on a vu que dans l'adénomiose, notamment, c'était une des problématiques importantes. L'imagerie, je ne vais pas m'y attarder non plus parce que vous avez avoir un super topo de Sendos sur l'imagerie. Et donc ça, c'est un schéma pour résumer la prise en charge de l'endométriose. Du coup, on a un examen clinique, une échographie ou une IRM, mais au départ, en tout cas une échographie, qui vont déjà nous permettre d'éliminer des pathologies qui ne sont pas de l'endométriose. On a régulièrement des patientes à qui on se dit, ah, tiens, sur l'interrogatoire, elle a peut-être une endométriose, etc. Et en fait, c'est un kyste de l'ovaire, c'est un kyste dermoïde, c'est ce genre de choses. C'est pas la même prise en charge, c'est pas la même maladie. Ça ne veut pas dire que c'est pas moins grave, ça veut dire que c'est différent et qu'il faut prendre en charge ce qu'il faut. Donc ça nous permet déjà d'éliminer par exemple les kystes de l'ovaire qui peuvent simuler des douleurs d'endométriose. Si on a des signes typiques d'endométriose et qu'on a éliminé les autres pathologies, on va discuter un traitement médical qui peut être le plus souvent hormonal et antalgique pour la prise en charge de la douleur. Puis discuter des imageries complémentaires plus approfondies en fonction de vers quoi on s'oriente et de là où on est de la patiente de son projet de vie. On va s'appuyer pour tout ça sur les applications aujourd'hui. On travaille pas mal avec l'application Luna qui nous permet d'avoir, elle va vous expliquer Charline tout ça, un diagnostic le plus rapide possible, le plus précis possible et pouvoir avancer plus rapidement dans les diagnostics et éviter ces errances dont vous parliez tout à l'heure. Et peut-être qu'une des solutions, nous, ce qu'on a mis en place sur les temps de berme, mais c'est pareil, c'est des choses qui sont longues et compliquées. C'est moi, j'ai formé les infirmières scolaires, alors pas toutes parce qu'on n'arrive pas à les avoir toutes, mais à l'utilisation de l'application, qu'elles diffusent l'application, parce qu'effectivement, pour elles, faire le diagnostic, c'est parfois compliqué, parce qu'elles ont aussi parfois des problématiques où elles y pensent et elles ont l'impression d'adresser aux parents qui ne sont pas forcément à l'écoute, que tous les parents ne sont pas à l'écoute pareil des problématiques de leurs enfants, ou qui réadressent vers des médecins ou des professionnels de santé qui, eux, n'ont pas été à l'écoute ou pas suffisamment à l'écoute. Donc elles sont aussi parfois dans cette difficulté, elles aussi, de se dire, bah, en fait, moi j'ai essayé de faire mon job et j'ai essayé de pousser vers une possibilité d'endométriose, mais en fait, j'ai pas eu la réponse adéquate et que j'attendais. Donc aujourd'hui, on leur propose de donner aux patientes l'application Luna qui permet à la patiente d'avoir son score de risque